Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur réagironline.tv pour cette émission en direct du 23e Salon à l'envers de Lorraine, ici à Thionville. Salon dont l'un des thèmes de l'année est l'apiculture. Après un été qui visiblement n'en finit pas de durer, après une saison apicole au demeurant très bonne, nous en reparlerons sur ce plateau, pour ne pas dire exceptionnelle, nous allons discuter avec vous, messieurs, professionnels et non professionnels, d'un vaste sujet. Pour en parler, nous avons autour de la table monsieur Henri Boguet, maire de Fontoy et médecin généraliste qui est toujours en activité. Également présent monsieur Alain Peignard, président du Rucher École des Ammonites à Étangerande, et monsieur Jean-Luc Lequéré, qui est apiculteur, avec une petite particularité, c'est que celui-ci est apiculteur et en Moselle, mais également en Picardie. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle juste que nous souhaitons partager et échanger avec un maximum de questions et un maximum d'informations. Donc je vous demanderai d'avoir les réponses les plus courtes possibles, si c'est possible. Henri Boguet, bonjour. Comme je l'ai indiqué en préambule, vous êtes maire de Fontoy et médecin généraliste encore en activité. En 2016, si mes sources sont correctes, vous avez signé un arrêté interdisant l'usage des néonicotinoïdes, et vous allez le reprendre parce que vous savez que c'est très difficile à dire sur le banc de votre commune, pour que l'on comprenne bien de quoi s'agit-il, qu'avez-vous interdit et comment cela a-t-il impacté les gens de votre territoire? Alors, j'ai décidé seul de prendre cet arrêté parce que j'étais scandalisé par les députés qui ne prenaient pas de décision concernant un certain nombre de produits qu'on connaît comme toxiques, qui sont toxiques pour la faune et la flore. Ces produits sont utilisés en agriculture légalement, alors qu'on connaît leurs effets néfastes, notamment au niveau des abeilles, qui sont les sentinelles de l'environnement. Et pardon, que s'est-il passé pour vous quand vous avez décidé de prendre cet arrêté? Eh bien, immédiatement, il y a eu une réaction de la part de l'État, parce que mon arrêté était illégal. Donc le sous-préfet m'a demandé de le retirer, ce que j'ai fait dans un premier temps, mais après réflexion, j'ai remis cet arrêté. Et en remettant cet arrêté, je me suis exposé bien sûr aux foudres de l'administration et le préfet a attaqué mon arrêté au tribunal administratif. Et je vais vous donner une première parce que hier soir, j'ai eu la désagréable surprise d'avoir le jugement du tribunal administratif qui a décidé que le préfet retire mon arrêté. Je vous lis les 3 lignes. Nous vous écoutons pour ce scoop en direct sur notre émission. Donc, l'affaire a été plaidée au tribunal administratif le 26 septembre 2018 et le délibéré a été lu à l'audience du 17 octobre 2018. Article numéro 1, l'arrêté du maire de Fontoy du 16 février 2017 est annulé. Article 2, les conclusions de la commune de Fontoy présentées sur le fondement des dispositions des articles, etc., du Code de justice administrative sont rejetées. Article 3, le présent jugement sera notifié au préfet de la Moselle et à la commune de Fontoy. Voilà, donc le couperet est tombé. Ce que j'ai fait est maintenant définitivement cassé, à moins que j'aille en appel. Il est hors de question d'aller en appel, je le dis haut et fort. Je pense que la justice a d'autres choses aussi importantes, sinon plus importantes à traiter. Et puis moi, j'ai d'autres choses à faire. Mais je tiens quand même à dire que cette histoire a coûté la peau à un certain nombre de ministres et plus récemment
au ministre de l'Environnement. Et quand on a vu comment le ministre de l'Agriculture défendait les produits phytosanitaires, on peut se poser un certain nombre de questions. Et pour moi, je suis clair, j'espère avoir été honnête vis-à-vis de mes électeurs et de mes administrés. Étant donné le retentissement national de l'affaire, je pense que nul ne doute de la sincérité de vos propos. Monsieur Peignard, vous êtes donc, cher Alain, président du Rucher École des Ammonites à Étanges-Grande. Il y a beaucoup d'experts qui se querellent sur la situation actuelle et notamment le nombre de pertes d'essaims. Est-ce que la situation est aussi catastrophique qu'on le dit, ou est-ce que vous notez quand même quelques changements qui nous permettent d'apercevoir quelques lueurs d'espoir? De l'espoir, oui. Moi, si je fais le point avec tous les apiculteurs qui sont dans mon environnement, y compris le Rucher École, la mortalité, elle n'est pas dramatique ni élevée chez nous. Il est vrai qu'il y a des apiculteurs qui, chaque année, perdent des colonies. Certains apiculteurs perdent voire toutes leurs colonies, hein. C'est tout le cheptel qui est décimé. Alors il y a plusieurs raisons à ça, hein. Il y a bien sûr les produits phytosanitaires qui nous embêtent un peu, beaucoup même. Il y a aussi le varroa, hein, qui est un acarien qui, s'il est trop populeux dans la ruche, fait fuir les abeilles. Et puis il y a aussi, il faut pas le négliger, il y a les mauvaises pratiques apicoles. Il y a des gestes qui sont pas bons, hein, pratiqués par des apiculteurs, à tel point que l'ITSAP, qui est l'Institut technique et scientifique des abeilles et de la pollinisation, a réédité le guide des bonnes pratiques apicoles. C'est dire que le constat, il a été fait pas que par chez nous, il a été fait un peu partout. Jean-Luc Lequéré, je le disais en préambule de ce plateau, vous avez cette particularité d'être apiculteur et en Moselle et en Picardie. Est-ce qu'il y a une situation contrastée en fonction des départements et est-ce que, pour dire les choses clairement, le type d'agriculture qui se trouve à côté des ruchers a des impacts directs sur ces ruchers? Oui, certainement. Je tiens à préciser que je ne suis pas apiculteur professionnel. On pourrait croire que j'ai une centaine de ruches d'un côté, une centaine de l'autre. J'en ai 3 d'un côté et puis autant de l'autre côté. Je travaille surtout sur le Rucher École des Ammonites. Ce que je peux dire, c'est que j'ai des abeilles en Picardie, c'est historique, parce que mon grand-père en avait et qu'il y a encore une maison de famille là-bas. Et ces ruches, qui sont des abeilles noires aussi, c'est-à-dire plutôt de la race locale, sont des abeilles très résistantes et elles sont dans une région où il y a un talus, il y a des marais et malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il y a des gens qui sont enterrés dedans, des cimetières anglais de la Grande Guerre. Et donc cette zone est assez favorable. Mais c'est sûr que si on va à 3 ou 4 kilomètres, en pleine région de céréaliculture, de champs de pommes de terre, de blé, on ne peut pas mettre des abeilles là-bas. C'est pas possible parce qu'elles n'ont rien. Il n'y a plus de haies, il n'y a rien du tout. Donc je pense que quand on est un petit apiculteur, qu'on a quelques ruches, on peut choisir l'endroit. Par contre, le problème pour le professionnel qui a 100 ruches, il ne peut pas les disperser. Il y a plusieurs centaines de ruches, il faut qu'il en mette 100 à un endroit, 100 à un autre endroit. Et là, maintenant, c'est des problèmes inextricables pour eux, ça c'est clair. En plus que le fait d'avoir de très grandes populations, de très grand nombre de ruches concentrées au même endroit, ça peut être aussi, quand il y a des maladies, une occasion de propager les maladies. Alors comme l'a dit Alain, on a aussi des parasites qui ont affaibli les colonies. Alors, donc les apiculteurs professionnels rencontrent tous ces problèmes. Quand on est apiculteur amateur, avec quelques ruches, on peut choisir l'endroit. On a quelques colonies qu'on câline bien et donc on n'a pas du tout les mêmes problèmes. Donc moi personnellement, j'ai pas eu de perte hivernale aujourd'hui, cette année. Vous pratiquez l'apiculture depuis combien de temps, Jean-Luc? Tu poses la question parce que tu connais la réponse. Moi j'ai commencé à l'âge de 5 ans, donc ça fait 60 ans. Mais... Je ne pose pas la question que pour vous faire remarquer que vous avez l'âge que vous avez, mais je voulais simplement vous faire dire, est-ce que vous avez remarqué justement en plus de 60 ans une évolution certaine dans la pratique de l'apiculture, dans le décimement des essaims? Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en 60 ans?
Alors d'abord, les grandes régions de prairies, quand mon grand-père était en Picardie, dans tous les villages, il y avait des prairies, et il y avait des gens, toutes les fermes avaient des vaches, faisaient du lait, etc. Bon, maintenant, les prairies, dans cette région-là, il n'y a plus de prairies. Les bosquets, les talus, ils ont été rasés. Maintenant, les agriculteurs en réinstallent, puisqu'ils ont des primes même pour en réinstaller, alors qu'ils ont eu, il y a 40 ans à peu près, des primes pour raser ces talus. On a vu apparaître aussi dans la fin des années 80, on a vu apparaître le varroa. Moi je me souviens, je l'ai vu apparaître, et là c'était la première fois, et franchement là c'est la première fois que j'ai été désemparé, parce que nous on n'avait pas de problème de perte d'abeilles, et là on a vu qu'on avait des abeilles, c'est pas que les colonies mouraient, mais elles étaient atrophiées. Donc on a fait ce qu'il fallait. C'est-à-dire qu'on a fait comme tous les apiculteurs, on a acheté des produits pour, malheureusement, on est toujours bien qu'on fasse certains progrès, on est toujours sous la nécessité de mettre ces produits, ces lanières qui permettent de lutter contre le varroa. Alors l'autre chose que j'ai vue, j'ai connu d'autres apiculteurs en Picardie, dans les villages avoisinants, qui ont perdu des abeilles à cause des pratiques agricoles. Et ce que je peux dire maintenant, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'agriculteurs qui sont, même dans la grande agriculture, qui se sont rendus compte qu'il y avait qu'ils avaient des produits qui étaient néfastes aux abeilles et qu'il y avait des pratiques aussi à changer chez eux. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans ce village-là, quand même, il y a 2 ans, à 20 mètres de mes ruches, en face, derrière le talus, je dis 20 mètres, c'est peut-être un peu plus, 40 mètres, hein, il y avait un grand champ de colza. Si l'agriculteur n'avait pas fait ce qu'il fallait pour traiter correctement, mes abeilles y seraient restées, mes abeilles n'en ont rien eu. Donc je pense que l'agriculteur, il a appliqué les règles qu'il fallait appliquer, c'est-à-dire traiter aux bonnes heures pour pas que les abeilles soient touchées. Et je pense que, un certain nombre d'agriculteurs, depuis 10 ans, maintenant sont convaincus qu'il fallait qu'ils changent leurs pratiques et que c'était même leur propre intérêt. Henri Boguet, même si le résultat du tribunal administratif est ce qu'il est que vous pensez aujourd'hui qu'il y a quand même une réelle prise de conscience dans l'opinion, mais aussi auprès de notre personnel politique, si je puis dire, qui vont faire que les mentalités ont ou vont changer? Dans l'opinion, indiscutablement, les gens prennent conscience des problèmes environnementaux. On est dans une région où on a connu la pollution, avec l'industrie lourde qui était là et qui nous a tous fait vivre, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, on se trouve pratiquement dans une région propre. Et la législation concernant l'industrie a beaucoup évolué et a pris en compte les problèmes que rencontraient d'abord les ouvriers et ensuite les populations environnantes. Problème important au niveau de la pollution qui a fait beaucoup de morts et beaucoup d'invalides. Au niveau politique, alors là, permettez-moi d'en douter. J'espère que les promesses électorales du président seront respectées et appliquées. Pour le moment, avec le ministre de l'Agriculture, on peut se poser quelques questions. Parce que... Vous parlez du nouveau ? Le nouveau. Enfin, on est dans une situation... Non, il a changé. Il a changé. Alors, le nouveau, je ne connais pas, mais l'ancien, je crois qu'on pouvait en douter. Le problème, c'est que les premiers exposés aux pratiques avec des phytosanitaires qui sont dangereux, ce sont les paysans. Et ça, ils en ont déjà payé lourdement la facture et maintenant, ils sont très très prudents. Lorsque vous les voyez monter dans leur tracteur pour faire les traitements, d'abord, il faut qu'ils respectent les heures comme c'est bien spécifié. Et deuxièmement... Alors pardon, on peut peut-être en profiter pour préciser à nos téléspectateurs que aujourd'hui, il y a des heures pendant lesquelles ils ne doivent pas traiter, puisque c'est les heures pendant lesquelles les abeilles ils ne devraient pas traiter. Où ils ne devraient pas traiter, vous faites bien de le dire, puisque les abeilles, c'est le moment où elles vont chercher du nectar, du pollen, etc. Et que normalement, ils ne doivent traiter qu'à partir d'une certaine heure. Vous me le confirmez bien. Avant une certaine heure et après une certaine heure. C'est un peu moins précis, c'est hors période abeille. La loi, c'est hors période abeille. Ça veut dire que c'est quand les abeilles sont rentrées ou quand elles ne sont pas sorties.
Donc ça voudrait dire que l'agriculteur, avant la sortie des abeilles, peut traiter, et lorsqu'elles sont rentrées à la ruche le soir, peut traiter. Ça voudrait presque dire qu'il faudrait que chaque agriculteur ait sa ruche pour savoir quand les abeilles sont dehors et quand est-ce qu'elles rentrent. Ouais, c'est compliqué pour eux. D'accord. C'est compliqué pour eux. Pardon, Monsieur Boguet, c'était juste pour que tout le monde ait bien le même niveau d'information. Maintenant, j'ai perdu le fil de ma pensée. Bon, mais je Si pense vous, que... vous disiez aussi, certainement, je pense que vous deviez dire, parce que quand ils montent sur leur tracteur, ils ont aussi un masque parce qu'ils ont... Voilà, Oui. voilà. Quand vous voyez les agriculteurs monter dans les tracteurs, eh ben, ce sont parfois des scaphandriers, parce qu'il faut quand même qu'ils se protègent très sérieusement de toutes les émanations des produits qu'ils sont en train de dépendre. Et là, je crois que maintenant, on en est au point de dire que, compte tenu du lourd tribut qu'ils ont payé, et c'était vraiment grave, hein, les problèmes liés au traitement, compte tenu du lourd tribut qu'ils ont payé, ils prennent pour eux les précautions nécessaires. Maintenant, compte tenu des exploitations qu'ils ont à traiter, est-ce qu'il n'y a pas des dérapages de temps en temps? J'en sais trop rien. Mais on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour faire la police, on est là pour constater. Et comme vous le disiez, le problème est aussi très, très complexe, hein. Il y a la part due à des pratiques agricoles qui sont peut-être en train d'évoluer et qui doivent encore évoluer. Mais Alain Peignard le disait également, les apiculteurs sont aussi parfois responsables de la perte d'essaims. Oui. Plus précisément, pourquoi, Charlin? Sur les traitements sanitaires, le sérieux des traitements sanitaires, il faut faire des traitements sanitaires. Certains n'en font pas parce que ça coûte de l'argent. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. C'est la pure réalité. Donc ils ne traitent pas. Et au bout du bout, il y a la mort des abeilles parce qu'il y a trop de varroa, il y a trop de maladies, il y a des mycoses, il y a des tas de vacheries dans les ruches. Hein. Alors pardon, je voudrais non pas tuer une idée reçue, mais et je vais en profiter pour poser la question à Jean-Luc Lequéré. On le dit souvent dans l'opinion publique, on parle de bio, mais aujourd'hui on est bel et bien obligé de traiter les ruches avec des produits pharmaceutiques. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement pourquoi et ce qu'est le varroa? Le varroa, c'est un parasite qui est venu d'Inde dans les années 80, qui a été introduit accidentellement, introduit à des fins d'études, je crois, en Allemagne, et puis qui finalement s'est répandu. Et donc, cet acarien se nourrit en suçant le lymphe des abeilles, c'est-à-dire leur sang. Et donc, on a des abeilles qui sont atrophiées, qui sont mal développées, qui peuvent pas toujours voler, et puis finalement qui sont affaiblies. Et donc, si naturellement des abeilles peuvent résister comme nous, d'ailleurs comme des populations humaines, comme n'importe quelle population, à des virus, eh bien, une population affaiblie est beaucoup plus sensible. Et donc le virus se répand très rapidement et se multiplie. Alors que dans une population forte, le virus est contenu. Et donc, ce qui fait que quand on a du varroa, c'est pas instantanément que la colonie disparaît, c'est au bout de 2 ou 3 ans, c'est un ensemble de colonies qui disparaissent si on ne traite pas. Et malheureusement, on est encore obligé de traiter, bien qu'on travaille sur le moment pour sélectionner des abeilles qui pourraient résister. Bon, il faut se dire aussi que malgré tout, naturellement, l'abeille se sélectionne, puisque c'est, je crois, une abeille dans la région de Vladivostok qui est exposée depuis 120 ans au varroa. C'est pas un comté, je ne sais plus comment ça s'appelle en Russie, mais c'est disons le comté de Primorsky. Et donc ces abeilles portent ce nom, Primorsky. Elles sont devenues résistantes au varroa, c'est-à-dire ce n'est pas qu'elles sont résistantes en elles-mêmes, c'est qu'elles détectent les cellules où le varroa pond ses œufs et elles les détruisent, purement et simplement. Et donc, ça montre qu'une souche d'abeilles est devenue résistante. Et finalement, il y a des chercheurs qui se sont rendus compte que toutes les abeilles, que ce soit toutes les abeilles domestiques, ont quand même, dans leur population, des abeilles qui ont les gènes qui permettent de nettoyer ces cellules. Donc finalement, il faut que la fréquence de ce gène augmente. Donc, on peut penser qu'un jour, naturellement, les abeilles arriveront à se sélectionner pour devenir résistantes au varroa.
Alors, naturellement ou pas, je vous pose la question, parce que vous le disiez tout à l'heure, en Picardie, vous travaillez avec une abeille endémique qui est l'abeille noire. Aujourd'hui, on est en train aussi de créer, de fabriquer sa sélection. Est-ce qu'on n'est pas aussi nous-mêmes un peu en train de jouer avec le feu? Est-ce qu'on ne devrait pas laisser la nature réguler ça elle-même? Est-ce possible ou est-ce une utopie? Je pense qu'il peut y avoir les deux. D'un autre côté, il y a des gens... M. Peignard ne semble pas tout à fait d'accord. Il y a des gens à Ouessant qui ont de l'abeille noire sans varroa, et donc il n'est pas exposé au varroa et qui résistent. Ils essayent de conserver cette souche, et ils ont bien raison, sans varroa. Moi, je pense que quand on voit qu'il y a certaines abeilles noires aussi qui survivent dans certains endroits, dans des cheminées, dans des maisons un peu à l'abandon, etc., on peut se dire qu'elles se sont auto-sélectionnées. Bon, les apiculteurs, en général, ils n'ont pas de l'abeille noire, ils ont de moins en moins parce que c'est une abeille difficile à manier quand même. Et donc, il y a une certaine sélection qui a été faite pour avoir de l'abeille douce. Et comment dire, en sélectionnant une abeille douce, on a fait de la consanguinité. On l'a appauvrie génétiquement et donc certainement elle est, comment dire, moins résistante. Et ce qu'on peut penser, c'est que les gens qui ont sélectionné les abeilles pour les rendre douces, résistantes à la cariose, puisqu'à l'origine la fameuse abeille, c'est une abeille sélectionnée en Angleterre, dans une abbaye anglaise là, pour résister à la cariose. Ils se disent simplement on va orienter, on va accélérer la sélection naturelle en essayant de rendre ce gène plus fréquent. Voilà, c'est ça. Alain, vous ne sembliez pas tout à fait d'accord, non? Un autre point de vue qu'on peut exprimer? Je pense qu'on fait déjà de la sélection sur le rucher école, par exemple, on fait de la sélection. Si on retient pour faire de l'élevage telle ruchette ou telle ruchette parce qu'elle répond aux caractéristiques qu'on s'est données pour faire de l'élevage, on ne va pas avoir de dérive puisqu'elles existent déjà, ces abeilles. On ne va pas fabriquer une abeille. On va juste prendre une souche qui est nettoyeuse, une souche appelée VSH, et qui va continuer à faire du VSH. Donc la dérive génétique, c'est ce que vous parliez, parce que en filigrane. Donc non, il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de grand risque. Très bien. Henri Boguet, une petite note d'espoir dans cet océan de mauvaises nouvelles. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une petite note d'espoir qui naît d'un certain nombre de... Alors on a compris visiblement peut-être pas du gouvernement actuel ni des députés, mais est-ce que vous sentez quand même un vent d'optimisme? Alors moi, je ne dois pas dire que je suis satisfait, mais je suis soulagé parce que j'ai été très surpris du nombre de personnes qui ont signé une pétition pour soutenir mon arrêté et mon initiative, alors que je n'étais pas du tout au courant de cette pétition. Il y a plus de 50 000 personnes qui ont signé ça sur toute la France, et elle est partie de la région de Gironde, où une personne m'a envoyé un jour un mail en disant qu'il faisait une pétition pour me soutenir. Et j'ai pris contact avec lui, j'étais d'ailleurs très surpris. Il m'a dit, chez vous, c'est peut-être grave le problème de l'utilisation des phytosanitaires, mais sachez que dans les vignes, c'est terrible et le danger existe pour toutes les personnes qui habitent autour des vignobles. Alors, je crois que les gens ont pris conscience maintenant du problème. Et quelle que soit l'origine des politiques, les problèmes environnementaux sont très sensibles. Pour eux, pour certains, très importants électoralement. C'est peut-être pas par intérêt général, mais plutôt par intérêt personnel. Je suis méchant, là. Parce que, vous savez, j'ai été traumatisé par une émission qui a été relayée sur la chaîne parlementaire lorsqu'il y a eu le débat concernant les néonicotinoïdes. Il y avait une ancienne secrétaire d'État à l'environnement, Delphine Batho, qui essayait de se débattre, mais alors comme un diable dans un bénitier. Et il y avait au bas mot
C'était une séance nocturne, alors je pense que les députés ont beaucoup de choses à faire la nuit. Ils ne peuvent pas assister aux séances. Il y avait au bas mot 15 députés. Dans l'hémicycle. Et alors la pauvre fille essayait de convaincre ses collègues pour leur faire comprendre tout l'intérêt, d'une manière très honnête d'ailleurs. Elle n'y est pas parvenue. Mais je crois que les choses évoluent et à mon avis, elles évoluent dans le bon sens. C'est ce que je souhaite parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est que le problème des abeilles, c'est un problème. Mais le problème de l'utilisation des produits chimiques au quotidien, c'est un problème qui intéresse tout le monde et dont on ne parle pas assez. Voilà ce que je voulais dire. Merci Henri Boguet. Alain Peignard, quel est le profil aujourd'hui des personnes qui se rendent dans les ruchers écoles et qu'est-ce qu'on essaie de leur enseigner? Alors, ce qu'on leur enseigne, c'est d'avoir le respect de l'abeille déjà. Hein. Ça, c'est le premier point. Et on leur apprend surtout à élever les abeilles. Pas tant à faire du miel, parce que c'est pas notre Finalité. c'est pas notre finalité. Et on leur apprend à connaître l'abeille et à avoir un comportement avec elle qui soit respectueux des gestes, je dirais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller brutalement, il ne faut pas faire de bruit, il faut y aller avec douceur. Voilà. Et on leur apprend, bien entendu, à reconnaître les maladies sur le couvain, les maladies des larves, et on leur apprend à gérer aussi leurs ruches pour garder leur colonie en bon état. Voilà. Moi, je voudrais revenir un peu sur les néonicotinoïdes qui, depuis le 1er septembre, sont interdits en France. Ça y est. Depuis 2012, on mène le combat. Toutes les institutions apicoles ont mené des combats féroces là-dessus. Et aujourd'hui, ça y est, c'est depuis le 1er septembre, c'est interdit en France. Donc, c'est une note optimiste. Il va peut-être falloir attendre quelques années pour en mesurer les effets sur les pratiques apicoles. Oui. Il y a un profil type de personnes qui viennent dans ces ruchers écoles. C'est un effet de mode? Alors, bon, il y a tous les profils. Il y a bien entendu le profil de quelqu'un qui a entendu parler des abeilles et qui a envie de découvrir, parce que c'est effectivement un effet de mode. Hein. On fait des abeilles, tout le monde en parle, alors donc on veut y participer. Ceux-là ne vont pas très longtemps faire de l'apiculture. Et puis il y a les autres, malheureusement, un peu plus âgés que la moyenne d'âge qu'on souhaiterait, parce que le renouvellement des apiculteurs et la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Et il y a des gens qui sont de tout temps, tout petits, et déjà ils étaient passionnés par les abeilles, parce que, comme Jean-Luc, déjà le grand-père emmenait Jean-Luc sur le rucher, donc voilà, il a appris comme ça, et plus on vient sur le rucher, plus on est avec les abeilles, et plus on devient passionné. Alors justement, Jean-Luc, qu'est-ce qui permet d'entretenir la flamme pendant 60 ans? Je ne me suis jamais posé la question vraiment. J'ai toujours été passionné. C'est plus qu'intéressé, passionné. Ce que je peux dire, moi, c'est que j'ai eu une vie professionnelle bien chargée, hein, en passant beaucoup de temps sur le site, dans des usines. Et jamais j'ai laissé tomber les abeilles dont j'avais hérité, même si la population, le nombre de ruches a diminué, hein, puisque mon grand-père est décédé, ensuite mon père. Et moi, je disais souvent, quand je vais m'occuper de mes abeilles, je m'en vais pas en 2 jours, un week-end, c'est comme si j'étais parti une semaine au ski, ça me fait le même effet. Je me vide l'esprit. Quand vous skiez, quand vous n'êtes pas un grand skieur, eh bien ça accapare votre attention, et puis vous avez l'impression, quand vous êtes parti 2-3 jours, que vous êtes parti longtemps. Et bien ça me fait le même effet avec les abeilles. Moi, quand je suis avec les abeilles, j'oublie tous mes autres soucis. Parce que d'abord, comment dire, je ne travaille pas machinalement. On ne peut pas travailler machinalement avec les abeilles. Il y a vraiment des choses à respecter. Et donc, on fait attention. Il y a une chose aussi qu'il faut se dire, c'est quand ça se passe mal avec les abeilles, quand on travaille sur une ruche, c'est jamais les abeilles qui ont fait une connerie, c'est toujours l'apiculteur. Ça, c'est clair et net. Et donc, il ne faut pas faire de bêtises, quoi. Et ça, le fait d'avoir l'attention complètement accaparée, ça vous vide l'esprit de tous vos autres soucis pendant un certain temps. Et moi, ça m'a toujours fait un bien énorme. Messieurs, je vous remercie. Je voulais oui, rajouter quelque chose, si vous permettez. Au printemps, j'ai eu l'occasion d'avoir des essaims d'abeilles
à 2 reprises dans un buisson devant chez moi. Et alors, un apiculteur que vous connaissez certainement, le fameux Edgar, m'avait dit un jour, quand tu vois un essaim d'abeilles, tu prends un couvercle de casserole et tu tapes dessus. Alors pourquoi ? Eh bien, j'en ai fait l'expérience et ça s'est vérifié. Quand les abeilles arrivent, vous avez un bruit comme un avion à réaction. Alors ça effraie tout le monde. Et puis ensuite, elles commencent à s'agglutiner à un endroit sur une branche. Vous prenez votre couvercle et vous tapez dessus et vous activez ce rassemblement. C'est incroyable, vous les voyez s'agglutiner les unes aux autres. Pendant ce temps-là, vous appelez l'apiculteur qui vient avec sa boîte et qui les récupère. Mais je vous assure, à 2 reprises, à 8 jours d'intervalle, on a pu récupérer 2 essaims. Et il faut surtout dire aux gens qu'ils n'aient pas peur des abeilles. Un essaim, ce n'est pas dangereux, il s'agit d'être prudent, de ne pas aller trop près, mais qu'ils fassent l'expérience du couvercle et ils tapent sur le couvercle avec une cuillère en bois et je vous assure que c'est incroyable comme les abeilles se ressemblent. Merci pour ce partage d'expérience et de protéger la reine. Effectivement, je fais bien de le dire, Alain. Très vaste sujet, c'était très très intéressant, mais le temps malheureusement passe beaucoup trop vite. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir très bientôt pour évoquer d'autres sujets autour de l'apiculture. Et je vous souhaite surtout de passer une très jolie journée. Merci messieurs, à très bientôt. Merci, au revoir. Et merci.